Tous d'être venus et relativement nombreux. On craignait que ce soit la Berzina pour le contexte. Merci d'avoir bravé les difficultés, les intempéries. Merci à Yanis surtout de s'être mobilisé et de venir pour cette conversation éclairée qui, vous l'avez compris, a deux sujets. Bien évidemment, mettre en lumière l'ouvrage de Yanis Roeder, qui est passionnant. Et encore une fois, vous êtes invités après cette conversation à découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait. Et le deuxième élément fil rouge, c'est bien évidemment la commémoration après 2 ans de l'assassinat de Samuel Paty qui sera une des thématiques de cette soirée. Je laisse Jean-Michel Blanquer, le président du laboratoire, vous dire un petit mot et puis on va passer à la soirée qui, vous en souvenez, comme d'habitude, est suivie d'un petit cocktail et d'une séance de dédicace. Donc bonne soirée à tous. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais être très bref puisque la règle du jeu c'est d'avoir 1 heure et je ne veux pas mordre sur cette heure très précieuse. Et je voudrais d'abord saluer celui que nous accueillons aujourd'hui, Yanis Roeder, qui est, je cherche le mot adéquat, je vais dire un type formidable, c'est un homme exceptionnel, enfin voilà, vous prenez, ou un homme formidable, un type exceptionnel, mais en tout cas, quelqu'un de très important. Pour les raisons que vous savez déjà, sinon vous ne seriez pas là, mais que vous allez savoir encore plus ce soir. Et non pas seulement par ses qualités intellectuelles qui sont à la base de tout ce qu'il a fait, mais aussi pour ses qualités de courage, tout simplement, puisque finalement, ce qu'il nous dit et ce qu'il fait, ça semble être comme de la prose de M. Jourdain. En réalité, il faut avoir évidemment une dose de courage et d'engagement vraiment forte, comme c'est le cas aussi, je pense, pour vous tous et vous toutes, et c'est important de le saluer ce soir. Il va nous parler d'un sujet qui reste évidemment malheureusement de la plus haute importance, mais on pourrait dire aussi heureusement de la plus haute importance, parce que derrière ça, il y a aussi les sujets des solutions, il y a les sujets aussi du rapport aux faits religieux, qui n'est pas un mauvais sujet, et qui doit être un sujet regardé en face, et puis il y a le sujet du volontarisme politique et institutionnel face à des phénomènes qui supposent à la fois de la lucidité, de l'esprit donc de vérité, puis aussi de l'esprit de liberté, c'est-à-dire apporter ce qu'on peut appeler la sécurité de la liberté, c'est-à-dire le fait que la liberté s'exerce. Et je crois que c'est une formule qu'il utilise lui-même. Donc, ce livre est en train de faire date, chacun l'a entendu. Il est évident, comme vient de le dire Eric, que ça intervient aussi pour les 2 années, cette soirée pour les 2 années de l'assassinat de Samuel Paty, et que nous ne devons pas seulement commémorer, nous devons agir, et qu'un livre comme celui-là va nous aider. Donc le laboratoire de la République est pleinement dans son rôle en recevant aujourd'hui Yanis Roeder, comme nous avons reçu la dernière fois l'auteur du Match du Kremlin et la prochaine fois Emmanuel Carrère, le 8 décembre, peut-être avec un autre dans l'intervalle. En tout cas, de nouveau, merci beaucoup à Marie Amer et à Brice Couturier d'être les animateurs de cette soirée. Ça va être sûrement un moment délicieux. Merci à vous tous d'être là, malgré, j'allais dire, les intempéries, malgré les difficultés, les obstacles. C'est vraiment là aussi un signe d'affectio societatis très fort. Et je salue particulièrement les jeunes, dont certains sont nouveaux, qui sachent qu'ils sont déjà dans leur maison. C'est-à-dire que c'est eux qui comptent le plus pour nous, parce que nous avons besoin aujourd'hui d'avoir des antennes des jeunes du laboratoire de la République un peu partout en France, et que c'est vous qui devez porter ce flambeau-là. Le laboratoire devant vous aider à la fois à avoir toujours plus d'armature intellectuelle et courageuse sur ces questions, et puis en même temps le soutien institutionnel, le fait d'être aidé très pratiquement et très concrètement pour ce que vous avez à faire. En tout cas, plaçons cette soirée sous le signe de la construction des choses, grâce à un regard lucide sur les grandes difficultés que nous pouvons traverser. Merci beaucoup, et je laisse la parole évidemment à nos 3 intervenants.
Bon, c'est Marie Ameller qui présentera le livre de Yanis Roeder. Moi, je voudrais juste dire 3 mots sur l'auteur, que j'ai eu la chance de voir à France Culture il y a déjà pas mal d'années, peut-être une bonne douzaine d'années pour un livre précédent. Ce que je sais d'Yanis Roeder, c'est que c'est un homme courageux, comme le disait Jean-Michel Blanquer à l'instant. C'était notamment un des co-auteurs, enfin, un des organisateurs d'un ouvrage collectif dont on a énormément parlé pour en dire beaucoup de mal il y a 20 ans, qui s'appelait « Les territoires perdus de la République ». Ce livre avait été accueilli avec une très grande hostilité parce qu'il révélait un certain nombre de dysfonctionnements de notre école, de notre institution, la montée du racisme, de l'antisémitisme, la haine de certaines disciplines, la montée d'une forme d'obscurantisme dont on pouvait penser que c'était un accident à l'époque, et dont le livre suivant de Yanis Roeder, celui d'aujourd'hui, nous montre qu'hélas, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est en tout cas ce que Marie Ameller va nous expliquer, les choses ne sont pas allées dans le bon sens depuis 20 ans. Bonsoir Yanis Roeder. Alors, à la lecture de votre ouvrage, que je vais esquisser dans un instant, La jeunesse française, l'école et la République, je dois dire qu'on en ressort assez déprimé. Je l'évoquais rapidement avec Brice, mais bon, moi ça m'a totalement déprimée. Même si bien sûr vous évoquez des solutions et on s'attardera sur celles-ci puisqu'elles sont indispensables et Monsieur le ministre en a dressé quelques lignes bien entendu. Déprimé du moins sur l'état d'une certaine jeunesse française, une jeunesse surabreuvée de réseaux sociaux et de vidéos TikTok, incapable de comprendre un texte de plus de 20 lignes. Et évidemment, c'est au-delà du fait que c'est dramatique sur le plan littéraire, c'est dramatique pour l'esprit tout simplement et pour la capacité que les uns et les autres ont à entendre ce que sont les valeurs de la République. Puisque de fait, il faut bien dire que les valeurs de la République et évidemment la laïcité supposent une capacité à la conceptualisation qui va bien au-delà de la compréhension littérale de 20 lignes avec un vocabulaire restreint. Alors on reviendra très certainement sur chacun des points que vous évoquez. Les inégalités scolaires, bien sûr, la non-mixité sociale et culturelle, et puis les conséquences que cela engendre pour l'école et pour ses enfants. Le retour du religieux, la question des réseaux sociaux, la séduction d'autres modèles, comme le modèle anglo-saxon, que vous appelez régime de tolérance, et non pas régime de laïcité. Bref, une pluralité de facteurs qui font qu'on constate aujourd'hui un décalage entre une jeunesse qui ne se reconnaît pas dans les valeurs de la République, une certaine jeunesse toujours, parce qu'évidemment on ne peut pas globaliser et considérer que ce sont une catégorie homothétique et immuable, et des adultes qui, de l'autre côté, comme s'ils se regardaient en chien de faïence, n'arrivent pas à expliquer les valeurs de la République. Parce que peut-être aussi, à eux, on ne leur a pas très bien transmise, pas suffisamment transmise. Et c'est une hypothèse que je fais là, en la devinant dans certaines de vos lignes. Alors, je voudrais qu'on commence peut-être notre échange à la lumière de ce qui nous réunit ici, au-delà de votre livre, à la lumière de la commémoration des 2 ans de la mort de Samuel Paty. Et j'ai une question très simple. Yanis Roeder, est-ce que l'engrenage des faits qui a conduit à la mort de Samuel Paty pourrait se rejouer aujourd'hui? En un mot, est-ce qu'il y a un avant et un après Samuel Paty? Merci beaucoup. Avant de répondre, Marie, à cette question, permettez-moi de regretter à écouter Monsieur le ministre, à écouter Brice, alors Marie c'est un peu différent, je regrette que ma mère ne soit pas là pour écouter tous ces louanges, donc je vous remercie beaucoup. Elle aura été très très contente de vous entendre. Marie un peu moins en fait, parce que voilà, j'évite de saper le moral de ma maman. Donc voilà, donc plus sérieusement, merci beaucoup pour vos mots, Monsieur le ministre, merci Brice et merci Marie pour cette invitation. Est-ce que l'engrenage qui a conduit à l'assassinat et à la décapitation de Samuel Paty pourrait se renouveler? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Nous savons très bien aujourd'hui que la viralité, le rôle joué par les réseaux sociaux dans ce drame a été extrêmement important. La viralité des réseaux est incroyable. L'autre jour, un élève m'a montré son téléphone avec TikTok.
2 jeunes filles dans un lycée de Rennes qui se filment en défiant l'institution, en abaya et en voile, 417 000 vues. 417 000 vues. Et cela, c'est permanent, en fait. Donc il y a cette viralité permanente. Et puis, on ne peut pas dire que ce qu'on appelle l'islam politique, ou qu'on appelle l'islamisme, ne soit pas en progression aujourd'hui. On voit très clairement qu'il y a un déplacement des normes, en réalité, ce que certains aujourd'hui croyants, pratiquants, usent comme pratique, était il y a 20 ans exceptionnel. Hein, je parle des vêtements, je parle du halal, je parle du fait de ne pas vouloir écouter de la musique, je parle du fait de ne pas vouloir être pris en photo. C'était absolument exceptionnel. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui tend à devenir, non pas la norme, mais peu à peu s'installe réellement dans le paysage et surtout s'impose aux yeux et à la compréhension de certains comme étant cela l'islam. Et donc là, oui, je me dis que nous sommes dans une situation qui ne va pas sur ce côté-là en s'arrangeant, et que la situation pourrait tout à fait dégénérer. On l'a vu à Cannes récemment, par exemple, on l'a vu à Paris, au lycée Simone Veil. Que se serait-il passé si la police n'avait pas interpellé ce jeune homme qui arrivait de chez lui pour... je ne sais plus quel est le terme qu'il avait employé à l'encontre de la professeure qu'il avait eu au téléphone, mais voilà, il venait pour exercer un acte de violence à l'encontre de cette professeure. Donc je ne vois pas ce qui aurait changé en réalité aujourd'hui et ce qui empêcherait le rejeu de ce qui s'est passé avec Samuel Paty. Mais pour autant... Je vais te faire un Samuel Paty, n'est-ce pas? Je vais te faire une Samuel Paty. On entend ça dans les écoles. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais te faire une Samuel Paty? Je vais te faire une Samuel Paty, c'est très clair. C'est je vais te couper la tête. Je vais te décapiter. Parce que tu as manqué de respect à mes croyances, tu as manqué de respect à ceux que je considère comme indépassables, et comme un absolu. C'est cela que ça veut dire. Pour autant, on peut considérer qu'on a fait beaucoup de choses depuis quelques années, pour ne pas dire depuis 2017. Un conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République, duquel vous êtes membre, le Vademecum, guide de la laïcité, les équipes valeurs de la République qui interviennent chaque fois où cela est nécessaire dans les écoles et les établissements scolaires, quand la laïcité est contestée, un formulaire de signalement pour faire remonter tous les faits. Pour autant, votre constat, c'est que ça ne change rien sur le terrain, c'est ça? Alors, je ne dis pas que ça ne change rien sur le terrain. Je dis qu'on est face à 2 temporalités qui sont différentes. Vous avez, en fait, Brice a rappelé en introduction la parution des territoires perdus de la République, octobre 2002. C'était un signal d'alerte. Et vous avez raison, Brice, d'avoir dit que une grande partie de la presse avait non seulement ignoré, mais avait aussi vilipendé cet ouvrage, puisque un journaliste m'avait dit on sort de là, on a la nausée. Venez à Saint-Denis, vous allez voir ce que c'est que la réalité. Mais ces gens-là ne venaient pas à Saint-Denis, bien sûr. Donc, de fait, ça fait plus de 20 ans que les choses mûrissent. L'assassinat de Samuel Paty, c'est aussi le résultat d'une maturation d'un phénomène. Quand la réaction, on va dire, dans le bon sens du terme, est arrivée sur ces questions-là, notamment à partir de 2017, eh bien, il faut le temps de la mettre en place, il faut le temps que tout cela infuse. On a 20 ans de retard en réalité. Donc on est sur 2 temporalités différentes. Donc si la situation est toujours très inquiétante et pourrait déboucher sur une autre catastrophe, ce n'est pas pour autant que l'institution ne fait pas le travail. Et vous avez raison de le dire. Aujourd'hui, je crois de mémoire, mais Alain Sexig, le secrétaire général du Conseil des sages, pourra me contredire si jamais je me trompe, je crois qu'on a 130 000 personnels formés sur la laïcité et sur les principes et valeurs de la République. Donc on avance. On progresse, il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est que vous montrez à la fois la crise de la laïcité, le fait que pour beaucoup d'élèves, ça ne veut rien dire, que beaucoup de vos collègues enseignants ne savent pas expliquer ce que la laïcité, en quoi la laïcité consiste, et qu'ils commettent à son sujet de très graves
malentendu, confusion, mais vous mettez en rapport ce fait avec la désertification des urnes, avec la dépolitisation, avec la perte du sentiment d'appartenance citoyenne à une nation politique. Et c'est ça qui me paraît vraiment l'articulation et la grande nouveauté de votre livre par rapport à d'autres qui font des constats qui sont les vôtres. C'est cette mise en rapport, cette mise en relation que vous faites entre une espèce d'épuisement de l'idéal républicain, qui est le nôtre ici, c'est le but du laboratoire de la République, et la montée d'un sentiment d'appartenance communautaire dont Marie à l'instant a dit que vous le qualifiez non sans raison de modèle anglo-saxon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on en est arrivé à cette forme de dépolitisation, de montée des identités religieuses qui prennent la place en réalité de la notion de citoyenneté, et quelle différence surtout en tant qu'historien vous faites entre cette notion de citoyenneté et les nouvelles identités communautaristes qui sont en train de devenir pour une partie de la jeunesse française le modèle de référence? Vous avez 2 heures. Donc, vaste question, cher Brice, et surtout, ce qui est très compliqué, c'est d'expliquer ces phénomènes, parce que moi, je suis effectivement historien de formation, je suis pas sociologue, je me suis appuyé sur des études qui ont été faites par d'autres pour les synthétiser. Mais c'est vrai que ce que l'on constate, cette grande dépolitisation, je me permets de rappeler que 69% des 18-34 ans n'ont pas voté aux élections législatives. Cela veut dire que le sens, et c'est surtout cela que je vois, le sens de l'intérêt général tend à se diluer. En revanche, le sens de l'intérêt particulier, lui, progresse fortement. Qu'il soit le sens de l'intérêt individuel, puisque on est rentré dans une société individualiste, voire hyper individualiste, avec cette idée que je fais ce que je veux, on n'a pas à me dire comment je devrais m'habiller ou pas m'habiller, etc. Chacun défendant son précaré, son identité, ce qu'il pense être son identité figée ou pas. Et puis de l'autre côté, intérêt particulier au sens communautaire, c'est-à-dire des gens qui se groupent dans l'idée d'intérêt qui serait commun au groupe préalablement défini et qui tirerait contre l'intérêt général. Donc en fait, ce que moi je crois voir, c'est vraiment une perte du sens de l'intérêt général, notamment chez les jeunes, et on va qualifier les jeunes de moins de 34 ans pour reprendre les échelles d'âge que l'on trouve dans les différentes études. Oui, il y a cette perte du sens de l'intérêt général et l'ignorance, la mécompréhension de ce qu'implique la citoyenneté. C'est-à-dire que, en fait, moi j'ai l'impression, en discutant avec mes élèves, en discutant avec mes jeunes collègues aussi, parce que bon, moi je suis dans un collège depuis, j'ose pas dire depuis combien de temps, parce que je vais faire dinosaure, mais ça fait 23 ans, comme disent mes élèves, mais vous êtes toujours là, oui, je redouble tous les ans. Je redouble tous les ans, donc voilà, je suis toujours dans mon collège. Et mes jeunes collègues sont très mobiles, donc ils bougent, ils viennent. C'est un des problèmes. C'est un des problèmes d'ailleurs. Ils viennent 3 à 4 ans, puis ils s'en vont. Dès qu'ils peuvent partir, ils s'en vont. Et ces jeunes collègues et ces élèves ne s'imaginent pas, n'arrivent pas à se projeter. Alors, il faut se garder de généraliser, bien sûr, hein, mais beaucoup n'arrivent pas à se projeter dans l'idée que, en fait, nous faisons société. C'est-à-dire que nous formons un collectif. Et ce collectif, pour beaucoup, leur échappe. L'idée que, nous devons construire du commun pour justement essayer de vivre les uns avec les autres selon des règles communes, mais aussi sur des bases communes acceptées par tous. Et ça, c'est quelque chose qui tend à se diluer. On est plus aujourd'hui dans l'intérêt individuel, l'intérêt particulier, que justement cet intérêt commun qui permet de faire société. Or, la citoyenneté, en tout cas la citoyenneté définie à la française, définie par la Révolution française et les penseurs qui l'ont précédée, eh bien, c'est cette idée de l'intérêt général. Et le rôle de l'école, c'est justement de faire comprendre que ce que l'on souhaite pour soi, on le souhaite aussi pour les autres. C'est ça, avoir le sens de l'intérêt général. Ça, c'est très compliqué parce que non seulement il n'y a plus ce sens-là, mais en fait, en réalité, on ne l'enseigne plus. On ne l'enseigne plus. C'est quelque chose qui a disparu dans les discours, ce sens de l'intérêt général, le fait de faire société, le fait de construire du commun. Et il y a un mot, moi-même, d'ailleurs, je me fais parfois la réflexion qu'on n'utilise pas beaucoup, voire jamais, et moi-même, parfois, je me fais le reproche de ne pas l'utiliser. C'est le mot nation. Et ce mot nation, en fait, quand vous entendez, écoutez, on entend république. Je suis le premier à le dire tout le temps, république. Voilà. Mais nation. Est-ce qu'on entend nation?
Non, on entend très peu nation. Alors pourquoi on entend très peu nation? Tout le monde l'a compris. Parce que ça a été, parce que c'est compliqué, parce que nous avons une histoire, compliquée. Nous avons une histoire qui n'a pas toujours, voilà, qui a été ce qu'elle a été, et en même temps qui a été abandonnée par une partie politique à l'extrême droite. Et donc, de ce fait qu'aujourd'hui, quand vous dites la nation, ce n'est pas compris au sens de l'ensemble formé par les citoyens, c'est compris comme l'ensemble formé par les citoyens qui exclut les autres. C'est pas ça la nation. Donc là, on a et en fait, quand on ne parle plus de nation, on ne parle plus du groupe que nous formons. Or, la nation, c'est simplement l'ensemble des citoyens. Donc il y a cette perte de repère, je crois, cette perte de repère qui me semble très importante dans une partie de la jeunesse qui n'a plus cette conscience de former justement une nation. Vous évoquez la question de la perte de repères, et je crois que c'est vraiment la notion qui revient très souvent quand on écoute des jeunes, en tout cas ceux de mon âge. On a du mal à définir, on a du mal à éviter les contresens. Et dans votre livre, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous décortiquez certains de ces contresens, la question du voile à l'école, par exemple, puisque vous rappelez que 42% des jeunes, un jeune sur deux approuve le port du voile à l'école. Ils sont 42% de professeurs à l'approuver aussi, semble-t-il. Jeunes professeurs, vous avez raison. Alors, on est face à différents contresens. Le premier sur lequel j'aimerais que vous reveniez, c'est ce qu'on entend régulièrement, c'est oui, mais d'ailleurs vous le citez dans votre ouvrage, c'est je comprends pas pourquoi on interdit le voile à l'école, mon corps m'appartient. Reprenant par là des slogans féministes de manière assez étonnante et en même temps répondant à une certaine logique. Qu'est-ce que vous dites à vos élèves quand ils vous disent ça? Alors, la première chose que je me dis à moi quand un élève me dit ça, je me dis, allez, c'est parti. Ça, c'est la première chose. Et après avoir essuyé la petite goutte de sueur qui pointe, on y va. C'est-à-dire que il faut expliquer aux élèves. En réalité, je me permets de le dire, il faut aussi expliquer aux jeunes collègues. Pourquoi, quel était le sens de cette loi de 2004 et quel est le sens, au plus loin, au-delà de cette loi de 2004, de la laïcité? D'abord, il faut constater que il faut leur dire « mon corps m'appartient ». Oui, c'est vrai, c'est tout à fait juste, hein, ton corps t'appartient, mais tu fais un choix que tu dis être le tien, et c'est tout à fait vrai. Hein, je crois qu'il faut sortir de l'idée qu'on impose le voile. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles le portent de manière volontaire. Volontaire, c'est une bannière, hein, disons-le très clairement. C'est une bannière. Il peut y avoir des pressions directes et indirectes, bien sûr, mais pour beaucoup, il suffit d'écouter, hein, il suffit de leur parler, c'est une bannière. Donc leur corps, effectivement, leur appartient, elles le portent pour beaucoup aujourd'hui de manière volontaire, mais ça n'empêche pas, et on peut leur dire, que ce n'est pas, contrairement à ce que disent certaines ou certains, un bout de tissu comme un autre. Je leur pose simplement la question, pourquoi penses-tu, puisque tu me parles de cela, et je tutoie mes élèves, pourquoi penses-tu que tu devrais ou tu dois te cacher les cheveux? La première réponse qui vient, c'est parce que c'est la religion. On va dépasser cela, hein, d'accord, mais que dit la religion là-dessus? Pourquoi? Et il y a toujours un élève qui dit, mais parce que la femme doit cacher ses cheveux au regard des hommes. Voilà, elle doit soustraire ses cheveux au regard des hommes. Alors, on peut le faire de manière un peu provocatrice en disant, et l'homme, qu'est-ce qu'il cache au regard de la femme? Bon, et si la femme cache ses cheveux, c'est que finalement, elle est coupable d'avoir des cheveux. Les élèves, ça les fait réfléchir. Donc elle serait coupable, finalement, on va plus loin dans le raisonnement, on discute avec eux. Elle serait coupable d'être ce qu'elle est, en quelque sorte. Et donc, toi, tu te sens coupable? Bah non, alors pourquoi? Parce que c'est la religion. Ça on tourne un peu en rond, c'est un peu compliqué parfois. C'est pas parce qu'on démonte les arguments que ça fonctionne, hein, faut pas non plus... mais c'est pas évident, hein, mais on les fait réfléchir. On les fait réfléchir. De la même manière, expliquer la laïcité, comment on fait pour expliquer la laïcité? Je le dis dans mon livre, et je me souviens d'un dialogue qu'on avait eu, Alain Sexig et moi, avec des jeunes, on était allés au lycée Maurice Utrillo à Stein, un peu au nord de Saint-Denis. Les chefs d'établissement nous avaient appelés parce que c'était un peu compliqué. Donc nous étions un peu les pompiers de service, si j'ai bonne mémoire.
Et donc j'avais posé la question à ces élèves qui râlaient vraiment contre cette loi de 2004 et sur la laïcité qui nous privait de liberté. Bon. Donc j'avais simplement posé une question aux élèves, je ne sais pas si Alain tu t'en souviens, j'avais dit voilà, qu'est-ce qui fait qu'on est croyant ou pas croyant? Et les élèves qui sont pas plus idiots que les autres disent bah, c'est d'abord nos familles. D'accord, donc la croyance ou la non-croyance t'est imposée en quelque sorte. Ça réfléchit un petit peu, et puis oui, effectivement, ça m'est imposé. Donc est-ce que tu as été libre de choisir? Bah non. Eh bien l'école, elle te propose la liberté. C'est-à-dire qu'elle va te dire, voilà, le temps de l'école, tu vas mettre cela en suspens, juste le temps de l'école, pour que tu puisses te mettre en situation de découvrir autre chose. De découvrir quelque chose qui dont on ne parle pas chez toi. Pour mettre à distance ce qui te détermine en premier lieu, de manière à te mettre en situation de t'ouvrir et donc de te construire en tant qu'individu autonome. Alors je ne le dis pas toujours comme ça à mes élèves, parce qu'il faut essayer de faire, voilà, d'expliquer les choses le plus clairement possible, c'est très important. Parce que vous savez, j'ai toujours en tête ce film, ce livre de François Bégodeau, avec qui je ne m'entends pas du tout, et je sais pas si ça s'appelait Entre les murs, je ne sais pas si vous le souvenez. Et alors, il était très content de son livre et très content de son film. D'ailleurs, il est très content de lui. Et à la fin de son film, j'ai en mémoire, je l'avais lu avant parce qu'on m'avait demandé de faire un papier dessus, et à la fin de son film, il y a une gamine, une élève, qui lève le doigt et qui dit « Monsieur, j'ai rien compris ». Je dis « Ah bon, mais t'as pas compris aujourd'hui ?» « Ah non, j'ai rien compris depuis le début de l'année. » Et en fait, un prof, à la fin de l'année, qui se rend compte que son élève n'a rien compris depuis le début de l'année, c'est un échec total. Apparemment, ça ne l'a pas dérangé de le mettre dans un film. Donc il s'est complètement décrédibilisé. D'ailleurs, les profs n'ont pas du tout aimé ce film. Ça a été catastrophique, ça a été hyper mal reçu. Hyper mal reçu. Il n'a pas compris d'ailleurs. Il n'y a pas que ça qui comprend. J'arrête sur François Bégodeau, excusez-moi. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'il faut faire attention à la manière dont on parle avec nos élèves, parce que beaucoup ne disent rien, mais ne comprennent pas ce qu'on dit. Donc il faut être hyper vigilant, il faut répéter, la pédagogie bien sûr c'est l'art de la répétition, mais il faut veiller aussi à ce que les élèves aient compris. Et donc il faut, d'une manière ou d'une autre, par l'écrit, par l'oral, veiller à ce qu'ils ont compris ce dont on parle. Ça, c'est très compliqué parce que ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou. Donc, c'est très important d'expliquer les choses le plus simplement possible. Pourquoi tu crois? Parce que mes parents m'ont dit de croire, donc je crois. Ce qui est sincère et ce qui est profond. Et bien donc l'école, elle te propose autre chose. Et tu en fais ce que tu veux. Ça, c'est très important. C'est extrêmement important parce que il nous est arrivé, avec le Conseil des sages, de faire des débats avec des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec nous. Il y en a, parfois beaucoup. Et qui nous disent, oui, alors... vous les reconnaîtrez quand on dira la laïcité c'est le droit, rien que le droit, bon, ok, on a compris, comme s'il n'y avait pas de philosophie politique derrière la laïcité. Et puis au-delà, c'est oui, l'école ne doit pas devenir le lieu d'un catéchisme républicain. Mais c'est n'avoir rien compris à l'école de la République que de dire cela. Parce que l'école, elle, justement, contrairement à la foi, elle ne demande pas l'adhésion, elle propose. Et chacun dispose. C'est ça le rôle de l'école, et c'est ça ce que propose l'école. Et ça, il faut le dire très clairement aux élèves. On ne t'impose rien. Tu n'es pas obligé d'accepter l'idée que le monde, selon la science et selon telle hypothèse scientifique, serait né comme ça. Tu as le droit de croire que c'est Dieu, que c'est la transcendance, etc. Mais dans l'évaluation, ça non, tu vas dire ce que la prof a dit, parce que c'est comme ça, tu vas émettre les hypothèses. Mais on ne te demande pas d'être convaincu. On te propose. Et le problème, et je m'arrête là, le problème, c'est que beaucoup d'enseignants, ça, ne l'ont pas intégré. Ils n'ont pas intégré que l'école ne demande pas l'adhésion et qu'elle propose, justement. Ça, c'est assez compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais je crois que le discours envers les enseignants doit aussi être très clair sur ces questions-là. Yanis Roder, vous le disiez, la laïcité, ce n'est pas seulement des lois, c'est aussi une philosophie, et puis la nôtre, de laïcité à la française, comme on sait, c'est un mot qui existe pratiquement dans aucune autre langue, à part, paraît-il, le turc. Les autres pays disent sécularisation. Nous, on a laïcité. La laïcité, vous le disiez, c'est une philosophie, mais c'est aussi le produit d'une histoire. Et vous êtes précisément professeur d'histoire. Est-ce que vous ne croyez pas aussi que, vous le dites, la laïcité, le concept de laïcité, c'est né dans notre République de manière défensive, face à une puissance qui était hostile à la République, l'Église catholique de l'époque, qui voulait renverser cette République. Et donc cette laïcité a été une idéologie de combat destinée à faire triompher les idées des Lumières, de la science, de la raison,
sur les idées de la croyance, de la foi, de l'adhésion aveugle, de l'obéissance passive. Est-ce que vous pensez qu'on se trompe, que cette laïcité, donc, telle qu'elle a été formulée à la fin du XIXe siècle, et qui est restée, mon Dieu, non challenged, non défiée jusqu'à il y a une vingtaine d'années, est-ce que vous croyez qu'elle a toutes les armes nécessaires pour combattre cette nouvelle religion? Parce que ça m'amuse, je me souviens j'aime beaucoup Marcel Gauchet. Enfin, il nous racontait il y a 20 ans qu'on était en train de sortir de la religion. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient pas mal trompés, parce que le retour du religieux est sacrément violent. Hein, il tue même, ici, dans notre propre pays, et puis beaucoup dans d'autres. Pour revenir à ma question initiale, est-ce que vous pensez que cette idéologie de combat, qui a été à un moment nécessaire pour installer la République, telle qu'aujourd'hui elle triomphe normalement sans défi, puisque même l'extrême droite s'est ralliée à la République, ce qui est une nouveauté, est-ce que vous pensez qu'encore une fois, cette philosophie de la laïcité est à même de faire face aux défis nouveaux qu'elle rencontre de la part d'une autre religion, qui n'est pas l'Église catholique? Alors, vous avez décidé de poser des questions compliquées. Vous avez 10 minutes. Oui. Ça va. D'abord, je crois que, si je peux me permettre, je crois que Marcel Gauchet, quand il disait on sort du religieux, on sort de la religion, il avait, je crois, vraiment en tête la religion catholique et pas cette idéologie politico-religieuse dont relève l'islam politique. Et c'est bien le problème, en fait. C'est-à-dire que nous, Français, nous avons du mal à penser le religieux au-delà du catholicisme qui a structuré ce pays et qui a structuré l'histoire de ce pays. C'est-à-dire déjà, pour les Français, comprendre ce que c'est les Juifs, c'est compliqué. C'est vrai. Moi, j'ai très souvent constaté, les Juifs, c'est très compliqué, c'est une religion, mais c'est pas qu'une religion. Ah bon, mais pourquoi, etc. C'est très compliqué. D'autant plus que nous avons un système national qui fait que nous avons un État-nation, une citoyenneté, une nationalité. Il y a d'autres pays qui fonctionnent différemment, et notamment parfois sur des bases religieuses. Donc c'est très compliqué. Ensuite, je crois que nous connaissons très mal l'islam d'une manière générale et le message de l'islam. Il y a là des défaillances très importantes en termes de compréhension. Par exemple, moi, un ancien membre du Conseil des sages de laïcité, Rémi Brague, avait écrit là-dessus des choses très intéressantes sur justement la différence entre christianisme, judaïsme, islam. Et il faut se pencher là-dessus pour comprendre qu'effectivement, on peut s'interroger sur la faculté de notre système, notamment laïque, à contrer ce qui relève, en fait, non pas d'une religion, mais d'une idéologie politico-religieuse. Puisque c'est un programme politique que nous avons en face. Ce n'est pas simplement, vous savez, la religion, c'est relier, c'est faire du lien. Là, il ne s'agit pas seulement de faire du lien, c'est d'imposer un modèle politique. C'est cela que nous avons en face de nous. Est-ce que la laïcité, ça c'est une vaste question à laquelle je n'aurai pas de réponse aujourd'hui, est-ce que la laïcité est un outil suffisant pour contrer cette idéologie politique? Je ne le sais pas. Je pense que c'est un outil parmi d'autres, mais qui, peut-être, il ne suffira pas. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec cette offensive très claire qui a commencé il y a quelques mois déjà avec le port de ce qu'on appelle aujourd'hui les abayas, ces robes couvrantes, très couvrantes, qui se multiplient dans les établissements scolaires, où on est là sur la loi de 2004, on dit oui, mais alors la jurisprudence dit que, etc. Moi, je suis convaincu qu'en face, certains ricanent en nous regardant. Et ricanent très clairement. Aujourd'hui, vous avez des chefs d'établissement qui appellent à l'aide le ministre de l'Éducation nationale en disant on va se retrouver dans la même situation qu'en 1989, c'est-à-dire que vous allez nous donner la responsabilité de dire oui ou non, c'est religieux, pas religieux. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas cela, c'est l'idée que les gens que nous avons en face de nous utilisent, et vous l'avez dit Marie tout à l'heure, notre langage, mon corps m'appartient, c'est notre langage, et ils utilisent toutes les failles qu'ils peuvent trouver dans notre système. Et cela va nous demander de la réactivité, du volontarisme et de l'engagement. Et voilà, j'ai quelques exemples, si vous voulez, en tête, parce que avec le Conseil des sages, nous avons fait maintenant depuis 4 ans tellement de formations que nous avons l'habitude notamment de laisser nos mails professionnels. Donc on reçoit beaucoup d'informations directes qui ne passent pas
par le secrétariat général du ministère, et donc c'est pas filtré. Donc on reçoit des choses, et je vous avoue que parfois on se dit que la situation elle est bien plus grave que les 313 signalements qui ont été donnés par le ministre, mais qui sont remontés. Hein, voilà, ce sont des remontées. C'est bien plus profond que cela. Et je pense qu'il y a certains établissements qui sont dans des situations très, très compliquées. Pour revenir un tout petit peu sur le modèle anglo-saxon que vous évoquez, et pour revenir sur un peu cette notion de contresens qui peut souvent être faite sur ces notions parfois difficiles à entendre, le modèle anglo-saxon prône ce qu'on appelle, je dis bien ce qu'on appelle improprement, la laïcité ouverte. Et j'aimerais que vous nous disiez ce que vous pensez de cette opposition entre la laïcité ouverte versus la laïcité fermée, qui serait la laïcité française, puisqu'elle revient souvent dans les débats. Si cette opposition vous semble pertinente ou pas, et toujours pour filer cette idée du modèle anglo-saxon, vous nous dites que chez les Américains, par exemple, dans la philosophie anglo-saxonne, la religion fait intrinsèquement partie de l'identité de chacun. À l'inverse de la France, on dissocie le citoyen de l'individu. Oui, mais moi j'ai envie de vous dire, la religion fait aussi partie de l'identité. Si je suis un peu poil à gratter. Éventuellement. Éventuellement. Alors est-ce que vous pouvez essayer de nous faire entendre comment on peut concevoir cette dissociation, qui est quand même difficile à appréhender, me semble-t-il, et pourquoi elle est nécessaire? Alors, sur le modèle anglo-saxon, il faut avoir en tête qu'il y a une séparation. Hein, il y a une séparation du religieux et du politique, le fameux mur de séparation de Thomas Jefferson, mais que les États-Unis et la France ont une histoire qui leur est propre. Les États-Unis, puisqu'on va le faire dans l'ordre chronologique, les États-Unis se sont construits dans l'idée qu'il fallait protéger les gens, dans leur croyance, de l'intervention de l'État, ce qui était lié à leur propre histoire, l'histoire des immigrants américains, venus d'Europe. Donc c'est leur histoire qu'ils ont traduite dans l'organisation politique de leur pays. Protéger les individus et les communautés de l'interventionnisme de l'État ou de l'intervention de l'État. Nous, c'est le contraire, en fait. C'est l'État qui s'est protégé de l'intervention du religieux, de l'intervention de l'Église. Donc, on s'est déjà construit différemment. Avec cette idée qui est vraiment très particulière, que, justement, nous allons nous offrir cette possibilité de se détacher de ce qui nous détermine en premier lieu. Vous n'avez pas, aux États-Unis, à moins d'une quête personnelle, ce qui est tout à fait possible, d'espace, de moments où on vous dit, voilà, vous mettez votre identité ou vos identités en suspens. Vous les mettez en suspens. Non, ça n'existe pas en fait aux États-Unis. Voilà, vous êtes en permanence rattaché à ce qui vous détermine en premier lieu. En France, vous avez cet espace que Catherine Kinsler qualifie de respiration laïque, qui est l'école. Et justement, c'est donc une construction différente, avec une philosophie différente, puisqu'évidemment, notre histoire n'est pas la même. Il fallait détacher les âmes, si j'ose dire, de cette Église toute puissante, parce que l'Église, il faut le rappeler, était le pilier, le soutien de la monarchie. La République se défendait, Brice l'a dit, et c'est une vision au départ défensive, il s'agit de se défendre contre le retour de la monarchie soutenue par l'Église. Et je me permets de rappeler, c'est Patrick Veil qui l'a montré dans son livre l'an dernier, qui a très bien montré sur son livre sur la laïcité, que jusqu'en 1914, vous avez des condamnations de curés et d'évêques à foison. Voilà, c'est 1914 qui va mettre fin à tout cela, on n'a plus le temps, on fait la guerre. Donc, et la République la gagne. Et la République la gagne. Laïcité ouverte contre laïcité fermée. En fait, je vais vous dire, je vais me permettre, Marie, de dire, en fait, je ne comprends pas. Moi, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire, laïcité ouverte, laïcité fermée. Moi aussi, je me pose la question, Yanis. Je sais bien. J'avais bien compris. Je ne sais pas ce que ça veut dire, laïcité ouverte, laïcité fermée. Pour moi, la laïcité, c'est justement la possibilité de mettre à distance ce qui nous détermine. Donc, je ne vois pas pourquoi elle serait ouverte, fermée. Je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, vous savez, il y a quelqu'un qui a écrit un livre, Les 7 laïcités. Bon, si on cherche bien, on peut en mettre 12, 15, vraiment. Mais je crois que la question ne se pose pas comme ça. La question, c'est de savoir que veut dire le principe de laïcité dans notre système politique. Et il est très clair. C'est d'abord la liberté de conscience, la liberté de culte et la neutralité. La neutralité de l'État qui met à distance, qui n'a aucun lien avec la croyance,
Et c'est cela, d'abord, il n'y a pas, et c'est pas ouvert, fermé, et l'école joue un rôle central dans cette proposition de liberté. Moi, c'est tout ce que je vois. Je comprends même pas, en fait, ce que ça pourrait être, une laïcité ouverte. C'est une laïcité ouverte où on dirait, bon, bah, viens comme tu es. Bah, c'est plus la laïcité, ça, c'est autre chose. Où est la liberté si on dit aux gens, bah, venez comme vous êtes, comme chez McDo, donc venez comme vous êtes. Où est la liberté? Il n'y a plus de liberté. Puisque vous êtes déterminé par ce qui vous détermine chez vous, ou dans votre quartier, ou dans votre milieu social, ou dans le groupe auquel vous pensez appartenir. L'école, c'est pas ça, hein, et la laïcité non plus. Donc j'avoue que je ne sais pas ce que c'est que cette laïcité ouverte, si ce n'est que je crois comprendre qu'il y a un sentiment de culpabilité chez certains qui les pousserait à dire « Ah ouais, mais les pauvres, quand même, déjà, ils souffrent, ou ils ont souffert dans l'histoire. Hein, ils ont souffert dans l'histoire. Aujourd'hui, ils souffrent socialement, donc quand même, on est méchants. » C'est vrai qu'on est méchants. Et donc, dans une vision, permettez-moi de le dire comme ça va peut-être vous choquer, mais dans une vision un peu néocoloniale et très condescendante, on va dire les pauvres, on va leur permettre, hein, parce que eux, à nous non, hein, nous non, parce que nous évoluer, évidemment. Et donc, mais eux, oui, on va leur permettre. Il y a un côté paternaliste et néocolonial dans cette vision des choses, me semble-t-il. Alors précisément, ça m'amène à la question que je voulais vous poser, parce que c'est votre ouvrage. Vous nous expliquez, vous nous révélez, dans mon cas, que les INSPE, les instituts de formation des professeurs par lesquels on passe dorénavant après le CAPES, sont tenus en partie, si je vous ai bien lu, par une bande de woke qui nous raconte qu'en réalité, nous sommes dans un état néocolonial et que les banlieues, en fait, sont peuplées non seulement de descendants de victimes du colonialisme, mais d'actuelles victimes du colonialisme contemporain, et que par ailleurs, ils sont victimes d'un racisme institutionnel, un racisme d'État, comme si notre État était un État raciste. Et ça rejoint évidemment le mot d'ordre des islamistes, des militants islamistes, qui disent que l'islam est non seulement une religion, mais une race, avec des guillemets, et que donc il y a une islamophobie qui serait comparable à l'antisémitisme, par exemple, et que ces maîtres, donc ces gens qui forment les profs, qui vont enseigner dans nos lycées et nos collèges, sont abreuvés d'une idéologie qui leur raconte, encore une fois, que l'État est raciste, que notre société est néocoloniale, et bien sûr rencontrant ainsi le thème de l'islamophobie et l'offrant sur un plateau aux militants islamistes. Jusqu'où ça va? Où en est-on? Parce que si c'est le cas, permettez-moi de vous dire que je suis vachement inquiet pour mes enfants. Alors, dans mon livre, je ne fais pas un état des lieux de ce qui se passe dans les INSPE. J'en serais bien incapable en réalité. En revanche, il nous arrive parfois, je préfère dire parfois, des bruits de conférences qui sont proposées, de formations qui sont proposées, voire de sites internet qui proposent des parcours de formation. Et celui dont je parle était un parcours qui existait à l'INSPE de Créteil. Il a disparu. C'est peut-être l'action politique de certains qui a fait que voilà, ce genre de chose a disparu. Mais tant mieux, tant mieux. Et effectivement, parfois il est question, dans les propos tenus par des universitaires, de racisme systémique, de personnes racisées, de volonté de former les enseignants à bien voir ce qu'il se passe. C'est ça, en gros, hein. Voir ce qu'il se passe, bien ouvrir, être éveillé à ce qui se passe. Donc, conscient et méfiant. Conscient et méfiant, avec cette idée, et vous avez raison de le dire, que finalement le monde colonial d'hier se répète aujourd'hui et n'a jamais connu de fin. Alors, moi, il m'est très difficile de dire quel est l'état de l'université, et particulièrement des ISP, là-dessus. On ne peut pas douter que cette manière de voir, cette peut-être idéologie, existe, et qu'elle a gagné certains esprits. Ça me semble assez évident. Quel est l'état des dégâts? Je ne pourrais pas le dire. On a, nous, simplement, quelques remontées, des exemples qui témoignent de cela. Maintenant, nous savons aussi qu'il y a des professeurs dans ces INSPE qui sont de parfaits républicains, qui remplissent parfaitement le rôle qui est le leur. Donc, il y a là un combat à mener à l'avenir. Je ne sais pas si, au regard de l'état intellectuel de la jeunesse, si nous gagnerons tout de suite ce combat. Je ne sais pas. Je pense que ça va plutôt dans l'autre sens,
que dans le sens républicain que nous défendons. Donc je ne suis pas extrêmement optimiste, d'autant plus que les INSPE relèvent de l'université. C'est l'université, ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui a la responsabilité des INSPE, et dans le supérieur, bon bah voilà, vous êtes nommé maître de conf, etc., etc., il y a des procédures, on se coopte, bon, c'est difficile, c'est compliqué. J'ai toujours trouvé compliqué que une maison comme la nôtre, l'éducation nationale, pardon, excusez-moi, tout le monde n'est pas l'éducation nationale, mais c'est un réflexe très très corpo, que l'éducation nationale donne la formation, forme ses profs à l'extérieur de l'éducation nationale. C'est un truc que j'ai toujours du mal à saisir, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé, mais enfin bon, voilà. Du coup, bien sûr que le ministère a la main sur certaines choses, mais pas sur tout. Juste pour prolonger cette question, vous appartenez, vous êtes même un des responsables de la Fondation Jean Jaurès, qui est donc un think tank, le grand think tank de la gauche social-démocrate, disons. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à l'intérieur de la gauche française aujourd'hui, il y a un clivage entre, disons, les woke, ceux qui nous racontent qu'on est un État raciste et que ce qui compte, c'est pas la lutte des classes, mais la lutte des races, la lutte des genres, etc., et la gauche laïque, républicaine, universaliste comme la vôtre, et surtout, quel est l'état du rapport de force entre ces deux gauches? Vous me rappelez, Brice, quand Gilles Finkelstein, le directeur général de la Fondation, nous réunit un jour au directeur des observatoires et lui dit « Bon, alors, on va dire maintenant qu'on est le think tank de la social-démocratie, c'était après la déroute du PS aux élections, donc on n'était plus le think tank du PS, on était le think tank de la social-démocratie. Voilà, c'était beaucoup plus vendeur que le think tank du PS, qui est ce qu'il est. Donc, mais c'était, bon, il a dit ça en rigolant, parce que c'était quelqu'un de très intelligent et qui a beaucoup d'humour. Mais c'est vrai qu'on avait bien rigolé ce jour-là, un peu jaune, hein, mais bon, c'est comme ça. Alors, quel est l'état de la gauche sur cette question? Bah, vous le savez très bien, vous me posez la question, vous pourriez répondre à ma place, Brice. La gauche est très très divisée sur la question, et je ne suis pas sûr aujourd'hui que le rapport de force, en fait, à gauche, soit favorable aux laïcs républicains. Si ça avait été le cas, si vous voulez, celui qui a été le leader pendant un moment de cette gauche républicaine, Manuel Valls, n'aurait pas subi le sort qu'il a subi. Ça veut bien dire, alors bon, après il y a le personnage, on peut en penser ce qu'on veut, voilà, il est parti à Barcelone, il n'aura peut-être pas vu, bon, moi j'ai pas à juger cela, mais effectivement, cette gauche républicaine, à laquelle oui, je continue d'appartenir, aujourd'hui, elle a été laminée. L'accord du PS avec la NUPES, vous pensez bien que ce n'est pas un accord voulu par la gauche républicaine. Il suffit d'écouter Carole Delga ou mon ami Michael Delafosse, le maire de Montpellier, pour comprendre qu'il y a des oppositions. D'ailleurs, il y a un article de Michael, papier de Michael Delafosse dans le Figaro aujourd'hui. On va dire que pour le congrès du PS, les débats sont ouverts. Donc voilà, il y a une gauche républicaine qui existe toujours. Je pense également à Bernard Cazeneuve, à des gens comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la gauche qui a le vent en poupe. On l'a très bien vu. D'ailleurs, moi, j'ai été extrêmement... alors, je suis peut-être naïf, mais j'ai été très étonné du score, notamment à Paris, des députés élus LFI, de la NUP, soutenus par la NUPES. Je me suis dit quand même que à Paris, bastion socialiste depuis très longtemps, quand même, les gens allaient... non. Daniel Obono élu au premier tour. Émeric Caron élu au deuxième tour encore. Élu. Simonet qui reçoit Corbyn. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Qui reçoit Corbyn élu les doigts dans le nez. Et là, on se dit... waouh, il se passe quelque chose quand même dans l'électorat de gauche qui... Alors, soit le logiciel... Soit les gens n'ont pas... moi, ce que je crois, c'est que les gens n'ont pas conscience des enjeux, de certains enjeux, en réalité. On leur dit gauche, ils votent gauche. Voilà. Et le vote utile Mélenchon, je crois que ça a été aussi cela. Moi, j'ai discuté avec beaucoup d'anciens camarades, on va dire ça comme ça, même si on n'est pas au parti, là, mais d'anciens camarades, et qui ont... moi, je veux qu'il y ait quelqu'un à gauche. Je me dis, mais pas lui. Pas lui. C'est pas possible. Et on s'est fâchés, beaucoup. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'encore aujourd'hui, ils vous disent « j'ai eu raison ».
J'ai eu raison parce qu'il y a une vraie opposition de gauche. Ah ouais, elle est magnifique. Donc, voilà, je suis pas sûr que la gauche républicaine aujourd'hui soit ait le vent en poupe. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des républicains sincères au sein de la NUP. Je pense à quelqu'un comme Jérôme Guedj, par exemple, qui est député PS, qui a fait le choix de la NUP, et qui, de mon point de vue, et je dis pas ça parce que c'est mon ami, est un vrai républicain et un vrai laïc. Après, voilà, il y a aussi la petite politique. On va conclure. Merci beaucoup Yanis Roder. Simplement pour vous dire, et pour ne pas dévoiler tout votre ouvrage, que dans celui-ci se trouve un certain nombre de pistes de solutions pour que les choses changent et évoluent. Au-delà de l'engagement politique qui est le vôtre et qui a été rappelé, vous dressez quelques pistes de réponse qui nous ont semblé très intéressantes à Brice et à moi. On va maintenant laisser la place aux questions, sauf si peut-être vous souhaitez intervenir, Monsieur le Ministre. Non, mais après les questions. Après les questions. Je veux dire un tout petit mot. Voilà. Non, d'abord, de nouveau pour remercier, puis surtout pour encourager les questions dans les quelques minutes qui restent. Et sur la question de la formation, je voudrais rebondir sur la formation des professeurs. Parce que je partage évidemment ce qui a été dit par Yanis Roder. Je ne voudrais pas que le sentiment d'impuissance soit excessif quand même par rapport à tout ça. D'abord parce que naturellement j'ai tendance à défendre pas mal de choses qui ont été faites depuis 2017 et qui ont vocation à porter des fruits petit à petit, avec des premiers fruits qui commencent à se voir. Il est très exact de dire que la formation des professeurs est un élément clé. Et que c'est parce qu'il y a 30 ans de déclin sur ce sujet qu'on a aussi certains des problèmes d'aujourd'hui qui ensuite deviennent des problèmes de la société française. Donc on est sur quelque chose de nodal et quelque chose de très grave. Il est tout à fait exact, je l'ai souvent dit publiquement, de penser aussi, à mes yeux, que l'éducation nationale devrait maîtriser beaucoup plus la formation de ses propres professeurs. C'est donc une tendance que nous avons quand même imprimée. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'éducation nationale ne maîtrise en rien la formation de ses professeurs. On est arrivé en quelque sorte à des compromis avec l'université. Dans le monde entier, les professeurs sont formés par l'université. Et il y a une légitimité à dire que les professeurs sont formés par l'université. Quand vous devenez professeur d'histoire-géo, par définition, c'est l'université qui vous a formé à l'histoire, etc. C'est difficile d'imaginer autre chose. Et donc le sujet est d'ailleurs un tout petit peu différent que l'on parle du premier degré ou que l'on parle du second degré. Je voudrais signaler que depuis 2021, il y a quelque chose de très important, de très discret, de très tranquille et de très important en la matière, qui est la création des classes préparatoires aux professeurs des écoles, donc des vraies classes prépa juste après le bac, pour des gens qui se destinent à enseigner à l'école primaire. Et donc ça renoue avec la belle tradition républicaine des écoles normales, et dans les mains de professeurs dont le républicanisme est normalement estampillé, garanti. Ensuite, et c'est la piste que le président de la République a souhaité accentuer dans ce qui s'est adressé au recteur récemment à la Sorbonne, en disant qu'il fallait que les professeurs soient formés après le baccalauréat et non pas après une licence, quelle qu'elle soit, et ensuite 2 années qui sont un peu trop ramassées. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je crois que l'avenir est là, c'est-à-dire dans la sorte de récupération par l'éducation nationale d'une rigueur, d'une qualité, pas seulement sur les sujets de laïcité et de valeurs de la République, mais sur le lire, écrire, compter, etc. Et dans ces classes prépa, aujourd'hui, c'est 50% de français, 50% de maths, des méthodes avérées, etc. Et puis les valeurs de la République, bien sûr. Sur le second degré, ça nous renvoie à la nature des personnes qui interviennent dans le second degré. J'ai fait une chose un peu innovante là-dessus, en dehors de l'évolution du statut des INSPE et des réformes que l'on a faites, qui est de recevoir tous les directeurs d'INSPE dans mon bureau pour leur demander où ils en étaient de ce genre de choses. Bien sûr, tout le monde dans mon bureau m'a dit, surtout avant de signer ma signature, a fait une profession de foi républicaine impeccable. Je ne vous dis pas que ça garantit tout, mais ça c'est la première fois que ça se faisait, ça s'est fait. Et qu'il y a parmi eux de vrais militants républicains et, comme vous l'avez dit, de vrais conférenciers de qualité. Donc la situation, elle est en réalité hétérogène, hybride, et de ce point de vue-là, je voudrais terminer par là, il faut en appeler justement à un pouvoir culturel. Si on fait le genre de choses que nous faisons ce soir et au travers du laboratoire de la République, c'est parce que ça nous concerne tous. Si on est intervenant dans les INSPE, c'est une bonne chose. Si on essaye d'avoir une influence sur le matériau intellectuel qui est donné aux élèves, aux étudiants sur ce sujet, c'est très important. Et puis c'est des sujets un peu de rapport de force, c'est-à-dire qu'il faut montrer de la puissance. Et d'ailleurs,
ce point-là, il est important de le dire aussi vis-à-vis des élèves. Pourquoi est-ce que les choses ne vont pas très bien sur ces questions? C'est aussi parce qu'on montre des signes de faiblesse. Dès qu'on montre de la force, moi je l'ai toujours expérimenté, y compris avec les élèves, dès qu'ils sentent, d'ailleurs c'est typique de la culture adolescente, mais dès qu'il y a quelque chose en face, ce quelque chose est respecté. C'est comme ça qu'Yannis Schroeder est un professeur respecté par ses élèves, tout en leur parlant de laïcité. Que les élèves aient après des points de vue différents, après tout, c'est un peu normal. Mais à la fin, ils doivent sentir qu'il y a une institution avec un grand I qui assume les choses et qui montre de la force, une rectitude, une ligne droite, une ligne claire, et après se situe par rapport à cette ligne. Mais cette ligne existe. C'est évidemment pas suffisamment ce qui se passe. Donc, ce que nous disons aux jeunes futurs professeurs, ou aux jeunes professeurs actuels, est en effet essentiel, d'où l'importance aussi de la formation continue. Marie rappelait tout à l'heure qu'il y a une formation continue, Boris, pardon, qui avait une formation ou Yannis, peu importe, que la formation avait déjà concerné 150 000 professeurs sur 1 million, mais il faut savoir qu'elle est dans les mains de 1000 personnes, qui sont elles-mêmes de vrais hussards, et que donc on a un peu remis le manche, si je puis dire, du côté de gens qui disent des choses justes du point de vue républicain. Donc il y a ces éléments-là qui sont là aujourd'hui, en plus du Conseil des sages, enfin de tout ce qui a été rappelé. Et donc, tout ça n'est pas pour dire que tout va très bien, Madame la Marquise, ce serait faux, et les témoignages du terrain sont là pour le dire, mais la dimension psychologique, la dimension du pouvoir culturel, la dimension symbolique, bref, tout l'immatériel est absolument fondamental, et on ne doit pas raisonner en assiégé défaitiste, mais en hussard volontariste, et certain qu'à la fin, la cause que nous défendons, sur la durée, ne peut que triompher, parce qu'à la fin, un élève à qui on a expliqué que c'était quand même compliqué d'être coupable de ses cheveux, même j'ai parfois pu penser ça, eh bien, c'est un raisonnement qui ne tient pas. Eh bien, il faut avoir confiance en la raison et en la rationalité. C'est à la fin, regardez ce qui se passe en Iran, à la fin, elle fait son travail en profondeur. Donc, penser cela, c'est aussi se donner une tonalité dans notre manière de parler de ces sujets, parce que ce qui peut nous arriver de pire, c'est de se vivre en citadelle assiégée. Il faut au contraire montrer une espèce d'allant. Et l'institution doit montrer cet allant. Or, c'est une institution qui, trop souvent dans le passé, n'a plus cru en elle-même et s'est sentie dépossédée de ça. D'où l'importance de ce que fait Yannis Schroeder au quotidien avec d'autres et du fait qu'il faut évidemment pousser en mêlée derrière des gens comme Yannis Schroeder. Bravo. On est beaucoup moins déprimés. Est-ce qu'il y a des questions? Beaucoup. Merci, bonsoir. Je m'appelle Rez Chiata, je suis président de l'association Laïcité pour tous. Depuis 2013, je milite pour la laïcité. J'ai plusieurs points, mais rapidement. J'habite Conflans-Sainte-Honorine. Ma fille, il y a 20 ans, elle était au collège des Bois d'Aulne. Donc, bien sûr, une pensée à Samuel Paty ce soir. En France, il y a beaucoup de musulmans républicains. Et quand je dis républicain, ça veut dire qu'ils mettent les lois de la République avant la charia, les lois de la charia. Il y a par contre une minorité qui veulent charianiser la France et qui met les lois de la charia et il prend en otage ces musulmans républicains. Du coup, on a vu pendant les élections présidentielles une déviation, tout le monde tapait sur ces musulmans-là, à tort et à raison bien sûr, et du coup, des millions de voix ils sont allés vers Jean-Luc Mélenchon. Tout ça, c'est des choses sérieusement qui s'est passé, et l'État a regardé. Si je vous dis aujourd'hui, dans la rue Boré, Paris 19e, il y a un bâtiment avec une école sous le drapeau algérien, ça veut dire, ça dépend peut-être du consulat algérien, on voit des jeunes filles de 8 ans à 10 ans habillées en niqab aujourd'hui. Comment aujourd'hui on peut accepter quelque chose comme ça à Paris 19e? Donc voilà. Dernière chose, donc, j'ai demandé à Monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer, il y a quelques années, d'élargir
la langue arabe, l'enseignement de la langue arabe dans les écoles de la République. Parce que si on ne les enseigne pas dans les écoles de la République, les enfants, ils vont aller dans les sous-sols des mosquées et on va leur faire un lavage de cerveau. Tout ça, c'est des problèmes importants. Et permettez-moi enfin que je cite la citation d'Aristide Briand quand il a dit que la loi doit protéger la foi aussi longtemps que la foi ne prétendra pas dire la loi. Merci. Merci à vous pour ces mots que j'imagine qu'on partage tous ce soir. J'ai une question assez simple. Pour vous, et en même temps très compliquée, pour vous, que faire des enfants qui ont quitté les bancs de l'école avec des idées où ils se disent qu'ils ne sont pas réconciliés avec la République et pour certains ne veulent pas entendre parler de la laïcité, ou même simplement qui n'ont pas en tête la définition simple qu'est la laïcité et qui ne partagent pas forcément nos valeurs. Aujourd'hui, à votre avis, que fait-on pour eux? On a parlé d'outils qu'est la laïcité, l'école qui est un pilier fondamental de cela, mais que fait-on pour ceux qui aujourd'hui ont déjà quitté les bancs de l'école? Merci à vous. Bien. Alors, ok, je réponds. Oui. Alors, l'école, c'est quand même obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, jusqu'à 16 ans, au moins, ils sont à l'école. Après, effectivement, il y a des élèves qui ont passé 15 ans d'école et qui ont gardé ce qui les déterminait en premier lieu et qui... mais a priori, l'idée de l'école, c'est que s'ils le font, ils le font en connaissance de cause. Ça veut dire qu'ils ont le droit aussi. Voilà. Et ils ont le droit, vous savez, on a le droit et je crois que je ne vais pas citer Jean-Michel Blanquer, mais je me souviens de son discours à l'ouverture de cette formation des 1000, où il avait dit, je le cite d'ailleurs, je crois, dans mon livre, où il avait dit, voilà, on a le droit de ne pas aimer les valeurs de la République. On a le droit. Bon, qu'est-ce qu'on fait après? C'est le combat culturel qu'il faut mener. Je vous donne la citation complète, pardon. Oui, c'est intéressant. C'est vrai. Donc, oui, mais bien sûr, parce qu'après, bien sûr, l'idée c'était, on a le droit de ne pas aimer les valeurs de la République, mais quand on est fonctionnaire, de mémoire, hein, quand on est fonctionnaire, voilà, on enseigne les valeurs et les principes de la République. C'était ça l'idée. Hein, effectivement, je l'avais en tête, mais tout le monde... Pardon ? Si on est plombier et voilà, oui. pas la tuyauterie, on change de métier. C'est vrai. Ce qui avait valu à M. le ministre quelques critiques que j'avoue n'avoir toujours pas comprises. Mais bon, voilà, voilà. Quand les gens sont de mauvaise foi, ils sont de mauvaise foi. Donc, voilà. Donc, pour vous répondre, il y a un combat culturel à mener. Ce combat culturel est très compliqué à mener parce que quand les gens sortent de l'école et voilà, font ce choix-là, parce que c'est un choix a priori en conscience, on peut se poser la question, enfin c'est comme ça, vous ne pouvez pas lécher les gens et leur dire voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu penses. Donc il y a aussi d'autres leviers. Alors il y a un levier que je me permettrai de rappeler tout simplement, mais il y a quand même des lois dans la République, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, et qu'on doit vivre selon ces lois. Je me permets de rappeler aussi, par exemple, que se marier religieusement avant de se marier civilement, c'est interdit par la loi, que je connais un département où c'est largement pratiqué, et a priori, il se passe plutôt rien en termes de sanctions. Voilà. Donc, il y a peut-être des choses à voir de ce côté-là aussi. Rappeler que la seule loi qui est une valeur juridique sur notre territoire, c'est la loi commune, c'est la loi de la République. Donc, il y a d'autres leviers que l'éducation. Si 15 ans d'éducation n'ont pas permis à cette personne de choisir la liberté, bon, ça va être compliqué voilà. Donc, il y a aussi les règles communes, les règles qui visent à l'ordre public et au bien commun, qui sont là pour cadrer cela. Après, notre système fait que, et c'est heureux, chez eux, les gens font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est très compliqué. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai pas de solution. Mais est-ce qu'on devrait en avoir une? Je ne sais pas. Monsieur. Oui, Francis Choix, je suis ancien maire d'Épinay-Cocoronne et ancien député de l'Essonne, qui est ici collé au rang des allers-retours de mon ami Manuel Valls. J'ai deux questions. La première va d'ailleurs peut-être alimenter le pessimisme, en tout cas mes propres interrogations. D'abord, bravo à ce trio. J'aurais peut-être préféré, enfin aimé
que d'entrée de jeu, vous esquissiez ce qui est dans votre livre sur les pistes de travail. Enfin, ça nous obligera à le lire, à l'acheter d'abord et à ça s'appelle le teasing. Absolument, ouais, tout à fait. Mais ma première question, elle est sur le fait que nous sommes 2 ans, j'ai encore en tête les images de Jean-Michel Blanquer, le président de la République, à Conflans-Sainte-Honorine, les images de la Sorbonne, remarquablement d'ailleurs dessinées par de Plantu récemment. Et lorsque, la semaine dernière, dans la ville d'Évry-Courcouronnes, que j'ai dirigée, dans un lycée, a priori tranquille, le lycée Georges Brassens, il y a un professeur d'histoire-géographie qui a reçu des menaces parce que juif. C'est là où on va te faire une Samuel Paty, comme d'autres que nous n'avons pas combattus, comme Dieudonné, hier je vais te faire une quenelle, et ça remonte à déjà il y a plus de 10 ans. Je me dis que non seulement le combat est loin d'être terminé, mais il m'arrive de me poser la question de savoir ce qui a pu se passer ces dernières années pour que des initiatives extrêmement fortes qui ont pu être prises ne donnent pas, peut-être reste trop tôt, mais ne donnent pas le signe d'une reconquête républicaine, ne donnent pas le signe d'une contre-offensive et ne donnent pas le signe d'une remontada dans l'opinion publique parmi les citoyens. Pire encore, certains l'ont payé cher. Certains l'ont payé cher. Et pas seulement électoralement, comme Jean-Michel Blanquer a eu la déception de le vivre. Mais j'ai des souvenirs vifs. Je vais vous épargner dans le fonctionnement de la majorité de l'époque, mais il y a quelque chose quand même qui me frappe considérablement. Pour la première fois depuis des décennies, en tous les cas au moins pour la première fois depuis Jean-Pierre Chevènement, il y a eu au bureau un discours qui était d'une clarté absolument limpide, qui était, après d'autres propos antérieurs, qui l'étaient beaucoup moins. Ça frappait la limpidité, la volonté, l'ambition, par rapport à des bafouillements de l'histoire ou de la philosophie d'avant. Et puis, il y a eu la loi pour la République et contre le séparatisme, que j'ai vécu de près avec une extrême douleur. Certains le savent ici, ou certaines. Une extrême douleur, pourquoi? Parce qu'elle a été délibérément hyper technicisée. Délibérément la plus désidéologisée. La plus séparée des principes constitutionnels qui sont ceux qui sont les nôtres. Et surtout sans aucun esprit de suite. Je ne parle même pas, parce que je veux vexer personne, des conditions dans lesquelles Jean-Michel Blanquer a été remplacé par un ministre qui, sur ces sujets, a des cordes vocales beaucoup plus usées que celles de Jean-Michel Blanquer. Et donc, je me pose cette question. Sans doute, vous avez des pistes dans votre livre, ou dans ton livre. Moi aussi, j'aime beaucoup la Fondation Jean Jaurès. Je ne sais pas ce qu'est la social-démocratie en France, mais je sais ce qu'est le socialisme français. Beaucoup l'ont oublié, mais moi je sais encore ce que c'est. Je pose cette question. Est-ce que j'aimerais bien que vous me répondiez de manière opposée à ce que je suis en train de dire, mais j'ai l'impression que non seulement nous n'avons pas avancé d'un iota, mais j'ai l'impression que malgré les actes qui ont été pris, qui n'avaient pas été pris antérieurement, eh bien, nous continuons de désarmer le peuple. Et ma deuxième et dernière question, c'est celle-ci. Est-ce que vous ne pensez pas que la grande question de la laïcité, de son lien organique avec la République, qui, malgré le fait que ce n'est pas transcriptible dans d'autres langues,
fait partie du message universel de la France. Est-ce que vous ne pensez pas que pour mener le combat, il faut aussi savoir l'élargir? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, de manière un tout petit peu séquencée, et ce qui me frappait, c'est qu'en fait, il faudrait relier tout cela. La question de la perte du sens de l'intérêt général. Mais surtout, chez les jeunes, je le vois chez ma petite fille, 15 ans, en seconde, au lycée Angela Davis, à Saint-Denis, qui a passé toute sa scolarité de collège au collège Doramar de Saint-Denis, 5 étoiles dans le Goemio de l'éducation prioritaire. Je vois bien comment elle raisonne. Je vois bien qu'elle raisonne, malgré son adolescence, mais c'est une adolescente qui, comme beaucoup, devient mûre, réfléchit à son autonomie, veut avoir son indépendance. S'il vous plaît, la question, parce qu'il y a d'autres questions. Pardon, je termine. Excuse-moi, c'est le fait que le rapport à la laïcité a à voir avec le rapport que les gens ont non plus comme individus par rapport au collectif. Est-ce qu'il ne faut pas élargir les questions laïques, si je puis dire, à cela? Merci. Alors, je vais répondre rapidement. Nous n'avons pas avancé d'un iota. Oui, parce que je me permets de le répéter, d'abord le combat sera très long, je ne doute pas de la victoire, je ne suis pas sûr de l'avoir, mais oui, nous avons commencé aujourd'hui à combattre. Et nous combattons quelque chose qui a mûri depuis 20-30 ans, et que nous prenons en pleine face, que nous commençons, de mon point de vue, à prendre en pleine face aujourd'hui. Donc oui, le combat sera long, nous n'avons pas avancé d'un iota, parce que, effectivement, Brice en a parlé, il y a quand même pas mal d'idiots utiles des islamistes et de ceux qui veulent détruire la République. Bon, ils devraient faire un peu d'histoire pour savoir ce qui est arrivé à la gauche dans certains territoires. Il se passe beaucoup de choses en Iran aujourd'hui, mais ils devraient se pencher un petit peu sur ce qui est arrivé durant la révolution iranienne aux gens de gauche qui ont participé, qui ont fait cette révolution. Donc il y a quand même de l'histoire à faire, mais souvent ces gens sont assez ignorants de ces questions-là. Jean Birnbaum avait écrit un très bon petit livre sur la gauche et la religion et cette incompréhension qui était très forte. Donc oui, la jeunesse, une partie de la jeunesse est gagnée à des idées qui finalement ouvrent des portes, ouvrent des boulevards à ceux qui veulent casser la République. C'est vrai. Et cela, c'est une guerre culturelle qu'il va nous falloir mener et qui va être compliquée parce que si les réseaux sociaux, enfin il y a cette viralité des réseaux sociaux qui véhiculent tout ce dont on a parlé, nous sur les réseaux sociaux, on est assez nuls en fait. On est un peu absent, voire... et on est assez nuls. Hein, j'en parlais avec une camarade hier soir, et c'est vrai qu'on est nuls. Et alors là, c'est comme ça. Donc il y a tout un travail, une réflexion à entamer sur ce que nous devons faire sur les réseaux sociaux qui me semble absolument essentiel. Deuxième chose, élargir la question au collectif. C'est évident que de toute façon, il ne s'agit pas uniquement de parler de laïcité, de mettre en œuvre la laïcité, il faut revenir au sens de tout cela. Pourquoi nous faisons cela? Vous savez, quand on fait des formations avec Alain Sexy notamment, c'est un peu mon binôme en formation, c'est Kik et Fluk ou Starsky Hutch, je ne sais pas trop, mais voilà, c'est Bad Cop, Good Cop, on a bossé des choses, hein, on a un bon numéro, on pense faire un spectacle bientôt. Quand on va voir les enseignants qui nous invitent, on dit voilà, pourquoi l'école est-elle laïque? Mais même à cette question-là, beaucoup d'enseignants ne savent pas répondre. Pourquoi en fait? Pourquoi? Et je crois qu'il faut commencer par cela. Parce que quand on commence par dire pourquoi, et à répondre à la question pourquoi l'école est laïque, nous reconstruisons l'histoire de la République. Voilà. Et donc nous ouvrons la question, au-delà de la laïcité, au sens même du projet politique qui est le nôtre. Je ne sais pas si c'est de cela dont vous vouliez parler, mais je crois que c'est cela, vers cela qu'il faut... C'est-à-dire qu'il ne faut pas couper la laïcité de la réalité du projet républicain dans son ensemble, me semble-t-il. On va terminer ici. Pardon pour les prochaines questions. Je vous propose que nous les poursuivons. C'est ta phrase un peu fétiche, Eric. Que nous les poursuivons autour d'un petit moment. Juste à côté.
boire un verre ensemble. Continue. Je reprends le mot de Francis Choix. Effectivement, pour avoir des pistes de solutions, vraiment, je vous invite à vous procurer le livre de Yanis, qui aura la gentillesse de vous le dédicacer si vous le souhaitez. On peut continuer les questions et je vous invite à parler entre vous parce que pour illustrer concrètement comment parler de la laïcité à l'école, il y a notamment ici 2 productrices et autrices d'une pièce formidable qu'on a vue avec Alain Sexig cette semaine, qui s'appelle 100% Marianne et qui est peut-être un format qui répond à une des questions qu'on a posées. Voilà, vous pouvez en discuter entre vous autour d'un verre.